Mesdames, Messieurs. Donc, je voudrais commencer par remercier Madame la Ministre Laurence Berger pour avoir organisé ces assises et pour m'avoir confié le pilotage du groupe de travail sur les enjeux éducatifs. Je voudrais aussi remercier chaleureusement les experts, certains sont présents aujourd'hui, qui, au cours de ces 2 mois d'échanges passionnants, nous ont contribué donc, au débat et à l'élaboration du rapport, ainsi que les personnes auditionnées ou qui nous ont adressé des contributions. Merci enfin à Déborah Lévy, Mathias Dreyfus et à la petite équipe du ministère. Alors 2 mois, effectivement, c'est bien peu pour affronter une question pluriséculaire, puisque l'antisémitisme, qui est une forme de racisme, est le plus ancien d'entre eux. Mais 2 mois, c'était aussi une façon de signaler une urgence démocratique devant la recrudescence de l'antisémitisme et une situation qui nous montre qu'à l'échelle de l'Europe, la France apparaît comme le pays dont les populations juives sont les plus exposées. Pour tenter donc de concilier les temps de l'action et de la réflexion, nous avons utilisé des enquêtes menées selon une méthodologie rigoureuse et construit nos analyses sur des sources fiables et identifiables. Nous avons aussi cherché à éviter les tabous et les euphémisations. Je retiendrai, c'est forcément l'exercice est frustrant, 5 minutes pour un universitaire c'est épouvantable, même si maintenant il y a un exercice qui s'appelle ma thèse en 2 ou 3 minutes. Mais donc je retiendrai 3 éléments clés de ce que nous avons produit comme première partie du rapport, c'est-à-dire un état des lieux. D'abord, nous n'avons pas évité la question des instrumentalisations politiques de l'antisémitisme, dont il apparaît qu'il est répandu aux 2 extrémités de l'échiquier politique, sans d'ailleurs être absent sous une forme ou sous une autre, dans d'autres familles de pensée, car les préjugés, on l'a dit longue, mais dans une moindre mesure. Nous n'avons pas esquivé la délicate question du prisme religieux de l'antisémitisme, dont la matrice historique est le christianisme, mais qui, aujourd'hui, est davantage présent parmi les musulmans. Et surtout dans le contexte d'aujourd'hui, je tiens à dire que cette observation ne signifie évidemment pas que tous les musulmans sont antisémites, ni que les actes antisémites ont pour auteur exclusif des musulmans. Mais il y a là une question sur laquelle il faut enquêter et qu'il convient d'approfondir. 3e réflexion, peut-être encore la plus importante et la plus décourageante, c'est au sein de la jeunesse que les préjugés antisémites sont les plus répandus. Comme pour les autres formes de racisme d'ailleurs, l'importance des préjugés est inversement proportionnelle au niveau d'études. D'où l'importance de l'éducation, de la formation et d'avoir des enseignements spécifiques sur ces sujets. Alors, pour nuancer ce constat alarmant, le dernier constat en l'occurrence, il faut signaler, je tiens à le dire, que l'éducation nationale et l'enseignement supérieur ne sont pas restés inactifs ces dernières années et que les institutions mémorielles et les grandes associations antiracistes qui sont représentées ici jouent un rôle très important à leur échelle. Mais, et c'est ce qui apparaît de manière criante, les moyens déployés ne sont pas à la hauteur des enjeux. Aussi, nous avons fait des propositions sur les enjeux de signalement, bien évidemment, de recensement des actes et des faits antisémites, mais là j'insisterai davantage sur les enjeux strictement de formation. Nous proposons une autre approche pédagogique qui ne part plus de la Shoah, même si la Shoah est évidemment essentielle dans l'historicisation et l'histoire tout court de l'antisémitisme, mais il s'agit d'inscrire l'antisémitisme dans la longue durée, puisque nous pensons qu'historiciser les préjugés est une bonne façon de les déconstruire, pour l'antisémitisme et d'ailleurs pour d'autres formes d'hostilité identitaire. L'autre préconisation consiste à introduire l'histoire des mondes juifs pour ne pas réduire l'histoire des Juifs à une position de victime, et pour montrer aussi à quel point les Juifs ont contribué à cette histoire républicaine que nous avons en partage. Introduire également l'histoire du Moyen-Orient, parce
parce qu'on s'aperçoit à quel point les nouvelles générations ne savent rien ou si peu sur les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. L'antisémitisme doit être étudié, historicisé dans ses spécificités. Mais c'est un troisième point, dans le contexte actuel de crispation identitaire, l'efficacité de cet enseignement dépendra de la capacité à l'articuler à l'analyse d'autres formes de racisme. Car de la comparaison surgissent les spécificités. Je voudrais rappeler cette formule bien connue du philosophe Vladimir Yankelevitch qui disait « Le racisme est une hostilité envers un autre visiblement autre, l'antisémitisme est une hostilité envers un autre imperceptiblement autre. » Et voici une réflexion qui ouvre sur je dirais, sur des analyses profondes qui nous aident à comprendre et donc à lutter. Alors nous recommandons la formation, former spécifiquement sur ces sujets les enseignants, les futurs enseignants, le personnel éducatif. Le défi est immense, mais la France peut et doit se prévaloir des valeurs fondatrices de l'idée républicaine et de l'atout que constitue la laïcité, qui est une singularité française, mais que nous pouvons vraiment porter en étendard parce que c'est la solution à la fracturation actuelle de la société. La formation constitue donc la meilleure prévention, les besoins sont considérables. C'est pourquoi nous suggérons, même si le contexte n'est pas à l'euphorie budgétaire, la création d'une structure de formation et de recherche sur le racisme et l'antisémitisme avec des postes et des moyens dédiés. Nos préconisations partent du principe, dans la lutte contre l'antisémitisme, eh bien l'expression d'une lucidité et d'une volonté politique sont la première des réponses. Je vous remercie. Madame la ministre d'État, Madame la ministre, bonjour à vous tous. Je suis très honoré d'être le porte-parole de mes 10 collègues avec lesquels, au cours de ces 7 dernières semaines, nous avons vécu des moments assez intenses. Ce groupe de travail était composé de praticiens, avocats, magistrats et d'enseignants-chercheurs. Je m'associe, sans le reprendre, bien sûr, à tous les remerciements qui viennent d'être formulés par ma collègue pilote de votre groupe de travail. Et je retiens de son propos, évidemment très important, qu'il s'agit aujourd'hui de préparer l'avenir, et c'est bien sûr, pour nous tous, faire en sorte de prévenir ces situations que nous dénonçons, alors que nous sommes le pays qui accueille la plus grande communauté juive d'Europe. C'est la transmission, le beau mot de transmission aussi des règles du contrat social. Pour notre part, l'autre groupe de travail, nous n'étions pas sur le terrain de la prévention ou du moyen long terme, ce sont des projets qui prennent du temps. Nous étions sur le plus court terme, c'est-à-dire la réponse pénale ou administrative, mais essentiellement pénale, pour sanctionner les actes et les propos à caractère raciste ou antisémite. Et notre groupe de travail a tenté de proposer quelques évolutions de l'arsenal législatif ou réglementaire pour permettre en particulier aux enquêteurs et à la justice, ainsi qu'aux autorités administratives, de mener plus efficacement cette répression. Autrement dit, nous nous sommes penchés sur les atteintes portées contre notre contrat social. Alors le groupe de travail a d'abord souhaité s'interroger sur l'opportunité d'introduire une définition de l'antisémitisme dans notre arsenal législatif, dans le code pénal en particulier. Certaines voix dans l'opinion, comme au Parlement, souhaiteraient en effet que cela se fasse. Le groupe de travail a choisi une autre voie, et j'insiste sur ce point. Car, comme il s'en explique, il n'estime pas souhaitable de figer une notion, dont il a pu, dans le rapport, vous le lirez, souligner le caractère éminemment évolutif. Surtout, il a refusé de créer un précédent dans un dispositif juridique caractérisé par son universalisme. Le terme a été employé tout à l'heure par Madame la ministre. Universalisme qui conduit à punir sans distinction les auteurs de propos ou d'actes de haine, quelles que soient les victimes, leur confession ou leur origine. Et à cet égard, je tiens à dire que si le groupe de travail s'est centré sur son mandat, c'est-à-dire la lutte contre l'antisémitisme, nombre des préconisations qu'il formule sont bien sûr déclinables pour lutter contre d'autres expressions
de haine. Dans un registre universaliste, il n'en demeure pas moins que l'antisémitisme n'est pas réductible à d'autres formes de haine et ses ressorts particuliers doivent être compris. C'est pourquoi le groupe de travail invite le gouvernement à se saisir de la définition et des illustrations élaborées et portées par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, plus connue sous le nom de l'IRA, son acronyme anglais. Et sur cette base, nous proposons qu'il élabore sans délai un document solide, complet, pédagogique, à destination des parquets, sous la forme d'une circulaire générale de politique pénale relative au traitement judiciaire des propos et actes à caractère antisémite, support qui pourra être régulièrement adapté. Cette singularité de l'antisémitisme, on la retrouve notamment à travers les différents masques qu'il a pu emprunter dans le temps, et s'il appartient aux historiens de tracer des parallèles avec les situations actuelles, il appartient aux législateurs de trouver les voies et moyens de réprimer l'antisionisme lorsqu'il n'est que le fondé de l'antisémitisme. Le rapport rappelle les écueils d'un tel projet, mais souligne qu'une piste a été ouverte par la proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme, Madame la députée. C'est une base de réflexion très pertinente. Il faut la faire maturer pour parvenir à trouver le chemin de crête entre la nécessaire répression de cette forme nouvelle d'antisémitisme et la protection de la liberté constitutionnelle d'expression. Ce même sens de la nuance a conduit délibérément le groupe de travail à ne pas trancher les termes d'un désaccord qui oppose entre eux les juristes, et on trouve au sein de chaque camp, parmi les plus éminents et les plus impliqués d'entre eux, sur l'opportunité d'un transfert des incriminations en matière de propos de haine, c'est-à-dire les provocations, les injures, la diffamation, les propos de haine à caractère raciste ou antisémite qui sont actuellement fixés dans le régime spécial de la loi du 22 juillet 1881 sur la liberté de la presse depuis la loi Lévesque. S'agit-il, faut-il les transférer vers le code pénal et le régime procédural de droit commun? Ce n'est pas qu'une question technique, c'est une question de philosophie juridique, voire même de philosophie politique. Le groupe de travail a choisi de mettre à disposition de celles et ceux qui voudront bien lire son rapport les principaux éléments d'appréciation pour aborder ce débat sensible. Le groupe de travail, quant à lui, ne s'est pas senti suffisamment légitime pour les trancher. Et sur ces deux points, bien sûr, répression de l'antisionisme et éventuelle externalisation de la loi de 1881, le groupe de travail s'en remet au gouvernement, en particulier au garde des Sceaux, particulièrement compétent à la matière, et naturellement au Parlement. Pour sa part, le groupe de travail a raisonné, et je serai très bref, je vous renvoie à ce document, à droit constant, et parmi les propositions qu'il formule, une vingtaine, il propose notamment d'élever le quantum des peines qui sont aujourd'hui applicables pour lever un frein important à l'efficacité des investigations et qui permettrait ainsi de mieux répondre aux troubles causés à l'ordre public. Concernant l'amélioration des poursuites et la répression des actes de haine à caractère antisémite, le groupe de travail suggère en particulier d'étendre la circonstance aggravante fixée par l'article 132-76 du Code pénal au délit puni d'une simple amende et aux contraventions, alors qu'elle n'est pour l'heure applicable au crime du délit puni d'emprisonnement ou de réclusion criminelle. Pour terminer, le groupe de travail a souhaité ne pas négliger d'autres domaines en dehors du champ pénal et c'est ainsi qu'il s'est intéressé au droit de la fonction publique pour inviter, là encore, les pouvoirs publics à prendre les dispositions utiles en vue d'une meilleure protection des agents publics victimes d'atteintes à caractère raciste ou antisémite et réciproquement, sans omettre les mesures de nature à sanctionner avec sévérité les agents publics auteurs des mêmes agissements. Enfin, il a souhaité exprimer son point de vue sur la situation extrêmement préoccupante de l'enseignement supérieur, qu'il s'agisse de l'université, de certains instituts d'études politiques, et il a souhaité adresser quelques propositions dans le cadre du débat parlementaire qui adviendra prochainement sur ce sujet, avec le souci, là aussi, dans la nuance, de trouver le chemin entre la nécessaire protection des libertés académiques et la nécessaire promotion de l'ordre public républicain. Je vous remercie.